Au départ, je me dis que déjà stresser, c'est normal. C'est vrai ça. On reste des chimpanzés c'est un problème, qui nous stressons obligatoirement. Celui qui ne stresse pas meurt en fait. C'est un outil de survie dans la jungle. Donc si on ne stresse pas, on est mangé par une plus grosse bête que soi. Donc par exemple dans le sport, ceux qui ne stressent pas, qui font des sports à risque, se blessent plus facilement, voire meurent plus que d'autres. Parce qu'ils n'ont pas de conscience du danger, de la mort, ils ont un niveau de stress qui est très bas et du coup ils prennent plus de risques et des risques qui des fois coûtent cher. Donc stresser, c'est déjà un positif, c'est normal et positif. Après il y a un niveau où par contre ça devient handicapant. Mon nouveau défi, créer des outils et des concepts pour moi, mais surtout pour toi. Pour mieux vivre et entreprendre ta vie. C'est tout le concept. Bonjour à toi et bienvenue sur Tout le Concept Podcast. J'espère que tu vas bien. Ce podcast est un outil pour te transmettre des choses pour mieux entreprendre et pour mieux vivre. Cet épisode est la deuxième partie de l'interview que l'on a réalisée d'Anthony Met. Je te le rappelle, Anthony est docteur en psychologie, il est conférencier, il a co-créé l'entreprise de formation Focus Consultant, il est l'auteur de plusieurs livres. Son dernier livre est Le bien-être, ça se travaille. Dans ce livre, il te transmet ses techniques pour accéder au bonheur. Tu pourras retrouver les liens vers toutes ces activités dans la description du podcast. Dans cette deuxième partie d'épisode, on aborde la productivité d'Anthony, les facteurs de réussite professionnelle qu'il a repérés, sa capacité à déléguer, sa manière d'écrire un livre, son organisation. Il donne des outils pour réduire le stress en général. Il explique comment la méditation a changé sa vie et ses conseils, son partenariat avec l'application de méditation Petit Bambou, les sports qu'il a découverts, sa vision de l'entrepreneuriat en équipe et ses conseils pour lancer ton projet. Pense à t'abonner et à mettre un avis sur Apple Podcast ou bien un commentaire. Je te remercie d'avance et je te souhaite un très bon épisode. Tu as plein de casquettes, comme je l'ai déjà dit. Comment tu fais pour tout gérer ? Comment tu fais pour gérer une boîte, former des gens, écrire des bouquins ? Est-ce que tu as toujours été hyper productif ou tu as appris à être productif ? En fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai pas le sentiment de travailler énormément. Du coup, tu aimes vraiment ce que tu fais, du coup ? Voilà, mais ça, c'est la différence qu'il y a entre les mecs comme moi qui font un peu leur job de rêve et ceux qui font un job parce qu'il faut faire un job, en fait. C'est que nous, enfin, moi, je travaille parce que ça me fait rire, en fait. Si je travaille, ça me fait rigoler. Je suis tout le temps en train de... J'ai besoin de ça, en fait. Je pars en vacances souvent parce que je m'ennuie au bout de 2 jours, en fait. Donc, t'es hyper actif. Non, même pas, mais c'est que hyper productif sûrement quand même, peut-être plus ça qu'hyper actif, mais j'ai besoin de faire des choses et d'être dans le concret en fait, pour le coup. Donc, est-ce que je suis hyper actif ? Non, je vais te dire pourquoi, parce qu'un des éléments, avec le temps, je me rends compte qu'il y a quand même 3 gros facteurs de réussite dans la vie, sur le plan pro notamment. C'est quand même l'intelligence globale, donc pas que le QI, mais tout ce qui va autour, intelligence sociale, les émotions, tout ça, absolument. La capacité aussi, donc la flexibilité mentale, de tout le temps s'adapter, changer, d'être vraiment très, très, très lax et vraiment être comme une sorte de goutte d'eau, comme dirait l'ancien maître, j'ai oublié son nom du coup. Tu sais, le combattant... Attends, je réfléchis. J'ai un trou monumental. C'est pas grave, ok. Lee... c'est où ça ? Bruce Lee. Ouais. Yes, Pinaise. Donc bref. Tu me l'as mis. Moi aussi, du coup, je me dis. Et le troisième, c'est l'énergie. C'est-à-dire que quand tu t'intéresses au profil des grands politiciens, des grands entrepreneurs, ils dorment très peu. Ils dorment 4-5 heures par nuit, ils produisent énormément parce qu'ils ont plus de temps pour produire et ils sont dans ce qu'ils font toujours à fond. C'est incroyable. Tu dors pas beaucoup, toi ? Moi, je dors énormément. La différence, du coup. C'est la différence, c'est que du coup, il faut mes 8 heures de sommeil par nuit
Si jamais tu viens casser ça, je suis d'une improductivité maximale, vraiment, parce que du coup, je suis tellement dans la sensibilité que quand tu casses mon cycle du sommeil, en fait, je suis déconnecté. Ouais, okay. Du coup, je peux pas en faire autant que ces grands productifs-là ou ces grands entrepreneurs. Donc, j'essaie d'avoir une sorte d'hygiène de vie, de quotidien assez régulé. Comme l'ont des fois, par exemple, des grands... Par exemple, je te donne des noms, Karl Lagerfeld était un gros dormeur, 8 heures de nuit par jour, et du coup, couché tôt et levé très tôt. Alors quand il est levé, c'était une boule d'énergie, mais entre les deux, par contre, c'était rideau. Et c'est souvent ça, en fait. Du coup, je suis un peu dans ce profil-là, donc beaucoup de sommeil. Par contre, quand je suis réveillé, on y va, quoi. On y va. Donc, en fait, je délègue beaucoup... ce qui du coup m'aide énormément, et puis c'est obligatoire, hein. Tu peux pas tout faire, donc il faut déléguer beaucoup les choses. Donc l'entreprise avec Focus Olivier, on travaille à deux, et puis je lui délègue beaucoup de choses. On travaille vraiment dans un binôme très en place. Là, on va encore embaucher des gens pour encore plus déléguer. Les bouquins, je les écris seul, mais ça pour moi c'est quasiment du jeu, en fait. Comme j'ai l'inspiration, en 3 semaines, 1 mois, le bouquin il est plié, en fait. Ah ouais, ça va très très vite, vraiment. Alors mal, il faut tout reprendre, il faut reprendre, mais ça va très vite, vraiment. Le plan d'un bouquin, je le fais normalement en 1/4 d'heure. C'est comme un flash, là, comme ça vient, et je fais le plan très vite. Et après, je le remplis au fur et à mesure. Par contre, tu vas faire un roman, j'ai essayé, pour moi, c'est une torture, en fait. Parce que là, il faut une vraie discipline d'écrivain, il faut une vraie rigueur. Donc, il faut être très fixe sur les heures, etc. J'y arrive pas du tout. T'as pas encore écrit de roman ? Non. J'ai essayé, mais ça va pas avec pour le coup mon énergie et je pense mon impulsivité. Moi, il faut que ça aille vite, faut que ça, même quand je peins ou que je dessine, ça va très vite, quoi. Je fais des dessins qui sont pas minutieux, qui sont très très rapides, très dans le flash, très dans le coup de crayon, en fait. Et les livres, c'est pareil, faut que ça fuse. Donc les romans, c'est l'inverse de ça, hein. Les romans, c'est la lenteur, c'est le temps, c'est le temps, exactement. Donc c'est pas trop mon profil. Et tu planifies tes journées, du coup non, en fait, ça va vite, hein, là. Les journées se passent, tu as des rendez-vous, tu fais des choses. Je planifie plus, par contre, les plages d'écriture, pour le coup de bouquins ou d'articles, parce que je sais que j'ai des vagues de créativité qui sont à des temporalités particulières, et que si je veux vraiment faire ça, il faut que je fasse quasiment que ça. Pendant un temps, du coup, j'écrivais beaucoup de bouquins entre deux consultations et j'étais nul. Franchement, quand je suis dans mon univers, je suis dans mon univers. Ouais. Donc, il est au perché et tu peux me parler, mais je vais t'écouter, mais pas te répondre convenablement parce que je suis ailleurs, en fait. Donc, quand j'écris, par contre, il faut vraiment que je sois dans un mood et dans un environnement écriture, sinon ça marche pas. Et le matin, quand tu te lèves, il y a un pourquoi que tu as. Tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais Pas du tout. Non, vraiment. Pas du tout. Le sens de tout ça, je me le pose des fois. Par exemple, le sens de la psycho, je me le suis posé là beaucoup. Parce que du coup, j'ai fini donc 2 bouquins. Il y en a un qui m'a vraiment chamboulé. Et je trouvais plus de sens à être psychologue. Ou du moins, ça me parlait plus, en fait. Donc là, ça m'a vraiment mis en difficulté. Ouais, ça m'a vraiment dérangé. Du coup j'ai arrêté, hein. Ça c'était rapide, mais le sens des choses je me le pose, on va dire, régulièrement, mais pas, comment dirais-je, c'est pas anxiogène pour toi? Non, ça, je pense que ça l'a été étant plus petit, mais ça n'est plus aujourd'hui parce que je sais pas, d'ailleurs, je sais pas, bonne question, ça mériterait une question. Grave. Et est-ce que du coup tu t'aides les gens à ce qu'ils soient moins stressés? Est-ce que tu penses que quand ton état de stress, t'arrives à être au stade 0 ou t'es toujours quelqu'un un peu de stressé, mais ouais, dis-moi. Bon, c'est une question fondamentale, ça. Le côté exemplaire, je trouve que quand même ça joue beaucoup, en fait, hein. Si tu veux être crédible auprès des gens, que ce soit en conférence, en formation ou en suivi, il compte quand même. Enfin, moi, je sais que je suis un médecin et enfin, je prends la course de sport, tu vois, avec un mec qui est pas fit, pour le dire poliment, ça marchera pas, tu vois, dès le départ. Vraiment, il a une connaissance très pointue et il a un truc vraiment de ouf, mais sinon, ça marchera pas. Pour nous, c'est pareil, quoi. Quand tu as un psy, alors c'est pas toujours le cas, ce qui d'ailleurs nous pose des problèmes, mais quand j'ai les gars en formation, je leur dis il faut que vous soyez quand même un peu exemplaire, quoi. Donc il faut que vous soyez au clair avec vous-même, que vous connaissiez bien, que vous sachiez
qui vous êtes, pourquoi, comment, quel est votre profil, quelles sont vos compétences, vos difficultés, et vous devez gérer le stress. C'est la fonction première en fait pour nous, 90% des gens qui viennent nous voir en consultation, c'est pour ça. C'est pour apprendre à gérer le stress, gérer leurs émotions en général. Donc on peut leur apprendre ça, mais le message passe mieux s'ils ont le sentiment qu'on sait le faire aussi pour nous en fait. Donc c'était pas du tout mon cas étant petit. J'étais un gamin hyper anxieux, hyper stressé partout, par l'école, le judo, le machin, tout ça. J'ai appris à le travailler avec le temps, soit myself en me débrouillant, soit en apprenant véritablement, et je l'ai vraiment appris avec la méditation. C'est ce qui a vraiment changé mon approche, c'est la méditation. Donc je leur dis du coup aux gars avec qui je travaille que s'ils veulent du coup être exemplaires ou mieux gérer leur stress, ça passera beaucoup par un travail aussi personnel, donc de méditation ou de recherche de calme. Il y a plein de techniques possibles, mais c'est le premier conseil que tu donnes à quelqu'un de stressé, méditer? Alors au départ je lui dis que déjà stresser, c'est normal. C'est vrai, ça. On reste des chimpanzés problème, qui nous stressons obligatoirement. Celui qui ne stresse pas meurt en fait, c'est un outil de survie dans la jungle, donc si on ne stresse pas, on est mangé par une plus grosse bête que soi. Donc par exemple dans le sport, ceux qui ne stressent pas, qui font des sports à risque, se blessent plus facilement, voire meurent plus que d'autres, parce qu'ils n'ont pas de conscience du danger, de la mort. Ils ont un niveau de stress qui est très bas et du coup ils prennent plus de risques, et des risques qui des fois coûtent cher. Donc stresser, c'est déjà un positif, c'est normal et positif. Après il y a un niveau où par contre ça devient handicapant pour de la perf sportive ou pour le quotidien en général. Donc ça, c'est à nous de le travailler, mais déjà il faut être au clair sur le fait qu'on stresse tous et que c'est normal. Et après le deuxième élément que je leur propose, et là ça fait un peu plus mal, c'est que je leur dis qu'on sait le travailler sans aucun problème. Tu viens chez moi, je te dis, tu t'es stressé. Déjà, c'est bien parce que t'es sensible. Et 2, on peut le travailler sans aucun problème. Mais par contre, ça va prendre du temps. Et c'est là où c'est compliqué, parce que les gens, ils veulent avoir des outils qui marchent tout de suite, très vite. Et ça ne se passe pas comme ça. Alors, je peux te faire des pirouettes et des gadgets de coach, si tu veux, qui vont marcher un peu, en fait, mais ça ne marchera pas durablement. Pour que tu aies une gestion des émotions qui soit efficace, il faut prendre du temps. Ça va prendre 2, 3 mois, 6 mois, 1 an, etc. pour vraiment que ton cerveau se stabilise, se tranquillise, trouve une sorte de calme mental, comme disent les bouddhistes. Et quand tu es calme, tu es plus à même après de mettre des techniques et des outils comportementaux, cognitifs qui vont réguler un peu tes émotions de façon concrète sur des événements précis. Voilà, mais c'est un travail de fond, exactement. Tu penses que la méditation, ça a changé ta vie? Complètement, vraiment. Mais complètement, je vais te dire pourquoi. Pour le coup, là, j'ai un plus de recul qu'avant sur ça. Donc ça fait quasiment 10 ans que j'ai découvert ça. Alors au début, je trouvais ça farfelu. Et je trouvais ça absolument inapplicable pour le sport. En plus, je travaillais avec des rugbyman à l'époque. Je me disais, donc les gros durs. Voilà, comment je vais faire travailler les avants là-dessus, les gros là du rugby, c'est impossible, mais finalement ça s'est bien passé. Donc ça a changé mon approche et ma vie, parce que déjà, ça a été l'outil qui pour moi a changé mon approche thérapeutique. Dès que j'ai commencé à faire ça avec les patients, tout de suite ils ont trouvé une sorte de calme et de tranquillité, mais tout de suite, incroyable. Vraiment, c'était l'outil pour le coup presque magique, qui demande de la répétition, mais qui, quand il est répété, vraiment a des conséquences très positives. Et ça a changé aussi ma vie, parce que sur le plan perso, du coup, ça m'a calmé, ça m'a rendu moins stressé, et ça m'a ramené aussi à des choses fondamentales du quotidien qu'on oublie. C'est-à-dire le retour à une sorte quand même pas de lenteur, mais d'apaisement des choses et de tranquillité. Le retour à la nature, énormément. Le besoin d'être dans la verdure, les arbres, le bruit de la mer, le bruit des oiseaux, c'est un truc de fou. Quand tu commences à te poser, en fait, ton cerveau ne supporte, enfin le mien en tout cas, ne supporte plus les bruits de la ville, c'est oppressant. Quand je rentre de Paris, je suis vidé, vraiment. Et du coup, ça a changé mon rapport à ça, et du coup, ça, en fait, c'est tout. Parce que du coup, tu manges différemment, tu sors différemment, tu dors un peu différemment,
tu es aussi en recherche d'amitiés différentes, moins passionnelles, plus posées, plus apaisantes, stabilisantes, plus durables. Tu prends plus le temps de lire, tout ça, ça change vraiment tout en fait. Vraiment. Tu médites beaucoup du coup? Non, pas tellement Non. en fait. Tous les jours, j'essaye à peu près de faire 10 minutes, soit officiel, soit sur des différents exercices en mangeant, en sortant, en marchant, etc. Par contre, ce qui pour moi a le plus de sens, c'est de trouver dans mon quotidien une sorte d'équilibre et de m'ajuster par rapport à l'environnement en fait, ou plutôt que l'environnement soit adapté à moi. C'est-à-dire de faire attention vraiment à être dans la nature régulièrement, à ne pas aller trop vite, à ne pas brusquer les gens, à être assez positif, à prendre conscience de mon souffle le plus possible, parce que avant ne m'intéressait absolument pas, vraiment. À refaire du sport aussi beaucoup, parce qu'en fait tout passe par le sport en fait. Hein. Troisième astuce en fait, c'est le côté animal, le côté c'est long et le côté sportif, corporel, c'est que gérer le stress c'est aussi par le corps en fait, voire même beaucoup par le corps. Et on ne peut pas être zen si on n'a pas un corps qui est en forme physique, qui n'est pas athlétique et endurant, qui sait se défendre physiquement, vraiment. Donc ça, j'ai repris beaucoup de sport parce que ça me sert beaucoup. Donc, tout ça, en fait, c'est un ensemble de choses. Hein. C'est un peu compliqué à expliquer, à détailler, mais c'est global, en fait. C'est vraiment une approche globale de soi et du rapport à l'environnement, la société et les gens. Et c'est important, du coup, pour toi de te sentir libre, la liberté Ouais. Je crois que c'est mon côté, ça pour le coup, manouche de cirque, vraiment c'est vrai. culturellement, mais c'est un truc de fou, hein. Je me rends compte de plus en plus. Ça, je pense que c'est vraiment génético-culturel. On a une aspiration à la liberté chez nous qui est folle en fait. Être salarié, c'est quasi impossible pour nous. Vraiment. Voilà, moi, c'est impossible. Mes cousins, la plupart aussi, mon frère aussi. Enfin, c'est vraiment pour nous très très compliqué. Et puis, on a un rapport au temps et au lendemain qui est différent. Je veux dire, les Français, mais mes collègues, mes potes, ils anticipent beaucoup les choses, ils planifient beaucoup les choses. Je devrais anticiper moi aussi beaucoup, mais je n'y arrive pas en fait. C'est très compliqué parce que je suis toujours sur un rapport du lendemain ou de maximum plus une semaine quoi. Mais au-dessus, ça me paraît tellement loin et puis il se passe tellement de choses différentes que c'est compliqué. Donc quand en effet, j'ai un rapport quand même très, très libéral et très libre aux choses. Ce qui n'est pas facile de fois. Hein, parce que faut nuancer, il y a des choses. Exactement. Ouais. Et quand tu médites, tu utilises encore l'application Petit Bambou ? Alors, j'utilise beaucoup l'application Petit Bambou. J'adore les méditations de Christophe André qu'il a faites là récemment sur Petit Bambou. Je suis un grand fan aussi des méditations en fait très classiques et très les premières en mindfulness, donc celle de Kabat-Zinn, avec la voix notamment du comédien Giroudot qui est très grave, très posé, magnifique. Et en fait, j'utilise beaucoup ces sessions-là qui sont vraiment les bases de la méditation de pleine conscience. C'est le souffle, la respiration, la montagne, la recherche de calme intérieur, l'environnement, le corps, tout ça, ça suffit en fait. Donc j'aime bien avoir comme une voix qui me guide. C'est plus facile d'avoir une voix audio que de le faire tout seul sans audio. Après, selon où tu es aussi, tu peux le faire sans. Quand tu es face à la mer, tu as le bruit des vagues, c'est bon, tu médites. Hein. Quand tu es en forêt, pareil, tu as le bruit des feuilles dans les arbres avec le vent, c'est en soi une méditation en fait. Donc c'est un moyen aussi de se caler. Et comment tu t'es retrouvé ? Parce que tu as fait un enregistrement sur Petit Bambou. Oui. Ouais. Et comment on se retrouve à travailler avec Petit Bambou ? Par opportunité, en fait, j'ai découvert leur site il y a je sais pas combien de temps, mais ça doit faire 5-6 ans. Ils avaient déjà un peu créé leur site et pas mal de versions. Et en fait, moi je publiais juste avant j'avais terminé un bouquin en préparation mentale du sport, dans lequel je parle beaucoup de méditation. Et il n'y avait pas de session sport sur leur site. Du coup, je les ai appelés, je leur ai envoyé un mail exactement. Ils m'ont répondu 2 heures après, ils m'ont dit on est super intéressés, on se rencontre. On s'est croisés. C'était simple. Les mecs start-upers, modernes, vraiment ils te répondent très vite. Si ça passe bien, on travaille ensemble, ça passe pas, on fait différemment, c'est passé, on a travaillé ensemble et puis on est toujours en lien.
Ah ouais, Ouais, vraiment. ok. Mais ils sont vraiment dans une approche très dynamique et très moderne en fait, donc c'est cool en fait, hein, vraiment. C'est voilà, des gens qui étaient salariés, si je ne me trompe pas, et qui maintenant sont dans leur truc et puis qui avancent quoi. Mhm. Et quand tu fais du sport, tu fais juste du sport pour ta santé ou tu as encore besoin de faire de la compétition? Est-ce que tu en as fait? Parce que du coup, tu pourrais te dire, je suis préparateur mental, Mm. je suis hyper fort mentalement, je peux faire quelque chose. Ouais, je pense que je pourrais faire des choses dans des sports très spécifiques, notamment les sports de concentration extrême, style tout ce qui est tir, tout ça. Les échecs, pas trop, je sais plus jouer, il faudrait que je m'y remette, mais, euh, mais beaucoup les sports de tir, ça, je pense aucun souci. Après, ça demande du temps, en fait, tu sais, hein. Tout demande beaucoup de temps, l'entraînement c'est chronophage, donc il faut beaucoup de répétitions. La compète, je n'en fais quasiment pas. Je vais dire, en tout, je me tape tellement de matchs et de compétitions pour mes joueurs que à un moment donné, je Ouais, rentre chez moi et je ne veux plus voir de matchs de foot, je ne veux plus rien voir, j'en peux plus. Donc je fais pas de compétition, je fais des sports par contre que je choisis très spécifiquement par rapport à chaque besoin que j'ai ou que je veux tester. Donc là, dans les grandes découvertes que j'ai eues ces temps-ci, il y en a deux, trois. Il y a un, le tir à l'arc. C'est magique, vraiment. Ça, c'est un sport que je conseille souvent pour justement la concentration, l'attention, et en plus, c'est très ritualisé, c'est vraiment hyper intéressant, mais répétitif. Donc, pas à ne faire que en sport unique, autrement, ça devient vite, je pense, lassant. La boxe, c'est magique. tu fais de la Vraiment. boxe? Ouais, un peu, ouais, Ouais. c'est magique, vraiment. Euh, du coup, ça me remet dans le mode de combat comme quand j'étais petit, c'est incroyable. Et ça, c'est le sport que je conseille à tous les grands anxieux, à tous les gens qui ont peur en général, et, euh, et même ceux qui ne sont pas très sportifs. Parce que justement, c'est en soi une préparation physique de ouf, hein. Un quart d'heure, Bah hein, la ouais. boxe, t'es plié, t'as envie de vomir, et puis t'as encore une demi-heure à faire, à tirer. Mais c'est vraiment super. Donc la boxe, c'est génial. Et c'est un sport qui n'est pas, je pense, assez développé, qui est mal développé. Il n'y a pas assez de salles, il n'y a pas assez d'ouverture des clubs, ils sont pas très créatifs des fois. Mais c'est Ils un communiquent sport. pas trop, hein. Ouais, vraiment. Ouais. Mais c'est un sport de fou, hein. Franchement, s'ils étaient plus créatifs, ils pourraient faire des trucs géniaux. L'équitation, j'ai essayé aussi, pour des raisons, on va dire, pro et perso, parce que il se trouve que j'ai formé les cavaliers au stress. Et du coup, comme je ne connaissais rien à ce monde-là, j'ai voulu monter pour un peu comprendre. Donc j'ai pris des cours, c'est vachement intéressant. Parce que le rapport au cheval est dingue, du coup tu apprends avec eux. Enfin, pareil, c'est un sport qui mériterait aussi d'être vachement popularisé et à être fait différemment, je pense. Mais pour nous en préparation mentale, c'est top. Et en ce moment, je fais beaucoup de tennis, qui est mon sport, on va dire, de ludique ou mon sport de défouloir. Et de la salle, principalement. Je déteste courir. C'est vrai. C'est une torture pour moi, vraiment, une torture. C'est marrant parce que moi j'étais très tennis quand j'étais petit, je faisais Mm. pas mal de compétitions. Après j'ai arrêté, je me suis mis à la course, courir beaucoup, marathon. Et là je commence à me lasser et j'ai trop envie de reprendre le tennis. Là je vais reprendre d'ici Le tennis, quelques c'est semaines. marrant, c'est ludique en fait. Ouais. T'as une balle, ça court, ça renvoie, c'est technique, t'apprends toujours. Mais je pense que ce qui m'a dégoûté, c'est que je pense que j'étais pas mal stressé, je vais de la compète Mm. au tennis. Et le fait de recourir, de ne plus avoir de compétition, enfin de pas vouloir être le premier, Bien sûr. le meilleur, ça m'a fait du bien, je pense. Et là, si on passe sur des questions un petit peu plus entrepreneuriales, projet, Ouais. euh, selon toi, tu t'aurais pu entreprendre tout seul, parce que là, du coup, tu me dis que tu es un associé, Mm. tu veux une équipe. Mm. Est-ce que pour toi, c'est primordial d'entreprendre en équipe? Ou primordial, ou peut-être que toi, tu préfères? C'est peut-être fort, primordial. En fait, je pense que je me connais assez bien. Et du coup, je sais que je ne peux pas créer une boîte tout seul. Pour plusieurs raisons. C'est que moi, je reste un créatif. J'ai des idées, des sortes de flash, j'ai des visions d'ensemble. Je sais mettre ensemble différentes idées, différentes couleurs. Je ressens un peu aussi les changements. Un peu, c'est comme, je sais pas, c'est un mec qui est dans la mode, quoi. Tu sais, qui ressent les changements de couleurs, de Intuition. machin. Ouais, pour moi, c'est naturel en fait. J'ai même pas besoin, c'est naturel. Donc, ça, je le ressens. Pour moi, c'est du flair pur ou c'est instinctif. Je sais le mettre en pratique via le dessin, la création, les bouquins, tout ça. Je sais le structurer d'un point de vue intellectuel.
Mais ce qui m'est plus complexe, c'est la mise en pratique. Bah c'est ça, parce que du coup, tu crées les idées, Exactement. mais après, pour les mettre en pratique, il faut quand même avoir un bagage de Exactement. connaissances. Exactement. Et ça, j'ai pas. Donc, j'ai pas fait d'école de commerce. Maintenant, je suis prof en école de commerce, mais j'ai pas fait d'école de commerce. T'es prof en école de commerce? Ouais. Et du coup, je n'ai pas la vision des entrepreneurs et la vision vraiment des mecs qui créent des boîtes. Je le vois, hein, mes gamins en cours, ils sont ingénieux, quoi. Je dis, mais putain, à 19 ans, vous êtes déjà à ce niveau-là, c'est incroyable. Et ça, j'ai pas cette sorte de, comment dirais-je, de connaissance et d'intuition, en fait. Et ça t'intéresse pas de te former plus là-dessus, ou peut-être que tu... J'ai réfléchi en fait, vraiment à faire une école pour le coup, ou à faire une formation vraiment sur le business, ou je sais pas, hein, parce que vraiment, je vois les gamins faire, c'est incroyable. Pour moi, ils sont inspirants, vraiment. Donc ça, je sais pas le faire, pas encore en tous les cas. Et après, toute la partie mise en place qui est plus administrative, pour moi, c'est une horreur, vraiment, une horreur. C'est souvent ça, j'ai l'impression. Hein. Bah, les créatifs, exactement. Ils préfèrent justement cette liberté d'être créatif, et qu'on leur impose des papiers, plein de papiers surtout. Exactement. Voilà, moi, ça c'est pas... Tu me dis signe, je signe, hein, même parce qu'il y a dedans, ça m'intéresse pas en fait. Non, c'est une horreur. Et ça, en France, quand tu crées une boîte, il faut vraiment être très à l'aise avec ça, sinon c'est cuit en fait. C'est cuit. Donc j'essaie de le faire par la force des choses, hein, parce que je m'y mets évidemment, mais du coup, c'est plus simple si j'ai des gens autour de moi en qui j'ai confiance et qui je sais sauront faire ça et qui sauront bien le faire en fait. Donc là, c'est ce que je cherche souvent, c'est ça en fait. Vraiment. Et tu fais partie de ces entrepreneurs qui ont une vision sur le long terme, c'est-à-dire tu sais dans 5 ans qui tu vas être, ce que tu auras créé, ou pas vraiment? Parce que du coup, comme tu es quelqu'un un peu d'intuitif, peut-être tu as du mal à te projeter. Je me positionne sur 5 ans à 10 ans, généralement, en fait. Au-dessus, non. Mais 5-10 ans à peu près, soit via des indicateurs, pour le coup, très économiques ou très chiffrés, très objectifs, soit par rapport à une intuition globale, et souvent, c'est un mélange des deux. Et en fait, au départ, ce qui est marrant, c'est que je crée un projet qui aboutit sur autre chose et qui à la fin crée encore un truc différent. Mais ça, en fait, ça se redécoule et ça... sans que tu le veuilles forcément. Ça. Exactement. Ouais. Du coup, ça se met en place comme ça. C'est souvent le cas. Et même quand j'ai eu un projet que j'ai arrêté en cours de route, ce qui m'arrive tout le temps, vu que j'ai 10 idées par jour, en fait, il y en a toujours 9 qui ne sont pas forcément top. Mais quand elle est quand même un peu structurée, je la garde en tête et je sais m'en resservir après, en fait. Toujours. Je sais toujours un peu comment... Enfin, je sais pas, mais ça se remet en place et ça revient, en fait. Donc, c'est plutôt ça l'idée. Et je t'ai fliqué un peu, j'ai vu sur ton Facebook que tu as mis un sondage sur une marque de vêtements potentielle éthique. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Justement, ça, c'était un des gros projets que j'avais qui est en pause pour l'instant. Parce que pour le coup, ça nous coûtait trop cher en investissement et c'était chronophage, beaucoup plus que prévu, si on voulait le faire correctement. Donc on l'a mis en pause, mais je sais qu'on va le remettre dans pas longtemps. Mais c'est quelque chose qui t'anime Ouais, ça m'anime beaucoup en fait. J'étais très inspiré par les couleurs en fait. C'est vraiment à la base, c'est les couleurs qui m'avaient stimulé et intéressé. Notamment les couleurs orange et rouge des toges des moines tibétains. Ouais, c'est vrai. Qui sont phénoménales. C'est vrai que c'est des couleurs qu'on voit pas souvent. Ouais, tu les vois jamais, c'est hyper inspirant. Et puis c'est un univers en fait. Donc tu vois, c'est pas une couleur, c'est un univers juste avec une couleur. Donc on voulait faire ça, mais bon, le monde de la fringue en ce moment est en plein boom, il se crée plein de marques partout, il y a aussi un gros débat sur l'écologie, etc. Tout le monde consomme trop de fringues, etc. Donc bon, c'est un peu compliqué, c'est intéressant, mais c'est compliqué. Et puis bon, on verra ça plus tard, mais on a déjà des petites idées pour faire autrement. On va arriver à la fin de l'interview et j'ai une dernière question. Est-ce que tu as un conseil à donner à quelqu'un qui veut lancer un projet? Un truc important qu'il faut qu'il sache Ouf. Je sais pas, un étudiant ou quelqu'un qui a envie d'arrêter ce qu'il fait pour monter sa boîte ou créer un projet. C'est pas obligé que ça soit à visée lucrative, mais ce serait quoi le conseil le plus important? Enfin, pas le plus important, mais un conseil important. De l'écrire déjà proprement, de le mettre en forme, en couleur, de le mettre en mots, de le mettre vraiment en structure, qu'il soit visuellement et structurellement compréhensible par le plus grand nombre. Et après, de prendre conseil auprès de vieux sages, plus ou moins vieux et plus ou moins sages, mais de gens qui ont là-dedans des connaissances, qui ont
de l'expérience et qui sauront du coup guider un peu ce projet-là en fait. Voilà. Si vous avez l'idée, en fait, c'est génial. Mais après, pour passer au cran au-dessus, il faut savoir un peu s'entourer et avoir des bons conseils. Et donc, il faut aller chercher les personnes qui peuvent vous aider, en fait. Vraiment. Ok. C'est plutôt ça. Après, je sais pas si c'est vraiment un conseil Ouais, mais c'est bien. très Moi, novateur, mais je trouve que c'est pas mal. En tout cas, je te remercie beaucoup. c'est moi. Et peut-être à la prochaine. Ça roule. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode en entier. Je te souhaite de mettre en application tous les conseils que tu as pu repérer, qui t'ont inspiré ou que tu as découvert. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine interview ou pour un prochain épisode. Pense à t'abonner ou à mettre un avis, ça fait toujours super plaisir. Et je te dis à très bientôt.